dans l'ombre douce d'une villa crétoise, où les oliviers murmurent, sous la brise méditerranéenne, une voix légendaire s'est élevée une fois de plus, non pas pour chanter, mais pour confesser. Nana Mouskouri, icône mondiale de la chanson, a choisi un soir d'octobre 2025, à l'aube de son 90e anniversaire, pour dévoiler une vérité qui ébranle son image de diva intemporelle. Assise dans un salon orné de disques d'or et de photographies fanées, elle a partagé, dans une interview exclusive, les tourments d'une existence marquée par la gloire, mais aussi par une profonde détresse. J'ai vécu pour le public, mais dans l'ombre, j'ai porté des chaînes invisibles, a-t-elle murmuré, les yeux voilés par l'éclat des souvenirs. Ces mots, prononcés avec une vulnérabilité rare, ont résonné comme une note discordante dans une carrière célébrée pour sa grâce. De Chania à Paris, de ses débuts modestes à ses triomphes internationaux, l'histoire de Nana Mouskouri se révèle être un tissu complexe de lumière et d'obscurité. Ce reportage, construit en 7 chapitres, retrace les étapes de cette confession, explorant les racines, les combats et les silences d'une femme dont la voix a charmé le monde, mais dont le cœur a souvent vacillé. Plongeons dans ce récit, où la musique rencontre l'âme humaine dans ses replis les plus intimes. Nana Mouskouri est née le 13 octobre 1934 à Chania, une ville portuaire de Crète, où les vagues de la mer Égée bercent que les rêves des habitants. La Crète des années 1930, encore marquée par les cicatrices de l'occupation ottomane et les soubresauts économiques, n'était pas un lieu propice aux ambitions artistiques. La famille Mouskouri vivait modestement. Son père, projectionniste dans un cinéma local, et sa mère, une femme au foyer aux mains calleuses, élevaient Nana et sa sœur aînée dans une maison où l'électricité était un luxe intermittent. Dès son plus jeune âge, Nana montra un don pour la musique, chantant des chansons folkloriques crétoises apprises sur les genoux de sa grand-mère. Sa voix, claire comme une cloche, semblait porter les échos des montagnes. Mais cette enfance n'était pas exempte de tensions. Une santé fragile, marquée par des crises d'asthme, la confina souvent à l'intérieur, où elle trouva refuge dans les mélodies diffusées par un vieux gramophone. À l'âge de 12 ans, elle intégra le conservatoire d'Athènes, un exploit pour une fille issue d'un milieu modeste. Les trajets en bus, à travers les routes poussiéreuses de l'île, étaient un sacrifice familial. Sa mère vendait des broderies pour payer les frais. Là-bas, Nana excella, non seulement dans le chant lyrique, mais aussi dans le jazz, un genre alors considéré comme audacieux en Grèce. Ses professeurs notaient une discipline presque obsessionnelle. Elle répétait jusqu'à l'épuisement, comme si chaque note était une échappatoire à la précarité. Une anecdote raconte qu'à 15 ans, lors d'un récital, elle chanta malgré une fièvre intense, refusant de décevoir. Ce mélange de résilience et de vulnérabilité devint la signature de sa carrière. Les archives du conservatoire décrivent une jeune fille réservée, mais dont les performances laissaient les auditeurs sans voix, littéralement. Les années 1950 marquèrent ses premiers pas sur la scène nationale. En 1958, sa victoire au Festival de la chanson grecque avec Kapou Ipari Pinyaga Pimou la propulsa sous les projecteurs. Mais ce succès initial fut teinté d'amertume. La société grecque, conservatrice, voyait d'un mauvais œil une femme qui poursuivait une carrière publique. Les critiques, souvent acerbes, dénonçaient son style comme trop étranger, influencé par le jazz américain et les chansons françaises. Nana, dans une interview des années 1960,
confia « On me disait que je trahissais la crête, mais je ne faisais que suivre mon cœur. » Ce cœur, cependant, portait déjà des blessures. Les pressions familiales, notamment de son père, qui rêvait pour elle d'une vie plus conventionnelle, creusèrent un fossé émotionnel. Les psychologues décrivent ce type de conflit comme un moteur paradoxal. Il alimente l'ambition tout en semant les graines du doute. Nana quitta la Grèce pour Paris en 1960, emportant avec elle une voix cristalline et un bagage de contradictions. À Paris, elle rencontra Quincy Jones, qui produisit ses premiers enregistrements internationaux. Son album The Girl from Greece Sings, 1962, fut un succès fulgurant, vendu à des millions d'exemplaires. Mais derrière les rideaux de la gloire, Nana luttait. Les longues tournées, les nuits dans des hôtels anonymes, l'éloignaient de sa famille. Elle épousa Yorgos Petsilas en 1961, un musicien grec qui partageait son amour de l'art. Leur union donna naissance à 2 enfants, Nicolas et Hélène, mais elle fut rapidement éclipsée par les exigences de sa carrière. Les biographes notent que Yorgos, bien que soutien, peinait à suivre le rythme effréné de Nana. « J'étais sur scène, mais mon esprit était ailleurs », a-t-elle dit plus tard, un aveu qui résonne comme un prélude à sa confession récente. La carrière de Nana Mouskouri dans les années 1960 et 1970 fut une ascension vertigineuse. Avec plus de 300 millions de disques vendus, elle devint une ambassadrice de la chanson mondiale, mêlant folk, jazz, pop et musique classique dans un répertoire qui traversait les frontières. Ses lunettes emblématiques, qu'elle portait pour corriger une myopie sévère, devinrent un symbole de son authenticité, contrastant avec les divas glamour de l'époque. À Paris, elle enregistra des duos avec des géants comme Charles Aznavour et Serge Gainsbourg, et ses tournées la menèrent de Carnegie Hall à l'Opéra de Sydney. Chaque concert était une célébration, les foules s'émerveillaient de sa capacité à chanter en 10 langues, de l'espagnol au japonais, avec une émotion qui transcendait les mots. Les critiques musicaux de l'époque, dans des journaux comme Le Monde, louaient sa pureté vocale, comparant sa voix à un ruisseau de montagne, clair mais indomptable. Pourtant, cette gloire avait un coût. Les tournées incessantes, parfois jusqu'à 200 concerts par an, laissaient peu de place à la vie personnelle. Son mariage avec Yorgos Petsilas, bien qu'ancré dans une affection mutuelle, se fissura sous le poids des absences. Nana, dans des lettres personnelles archivées, écrivait à sa sœur « Je chante l'amour, mais je ne sais plus le vivre ». Yorgos, souvent relégué au rôle de manager informel, se sentait éclipsé par l'ombre grandissante de sa femme. Les tensions s'accumulèrent, marquées par des disputes sur l'éducation des enfants, Nicolas et Hélène, qui grandissaient dans l'ombre d'une mère absente. Une amie proche de la famille décrivit plus tard ces années comme un ballet d'éloignement. Nana sur scène, Yorgos dans les coulisses, les enfants confiés à des nounous à Athènes. La séparation en 1975 ne fut pas un scandale médiatique, mais une fracture silencieuse. Nana, dans une interview rare à l'époque, parla de chemins divergents, une formule polie masquant une douleur brute. Les analyses sociologiques sur les couples d'artistes montrent que de telles ruptures sont fréquentes. La célébrité amplifie les égos et creuse les distances. Nana plongea encore plus dans son travail, sortant des albums comme Je chante, avec 3 libertés, 1981, dont les paroles évoquent une quête d'émancipation personnelle autant que collective. Mais en privé,
elle luttait contre une dépression insidieuse. Les médecins, qu'elle consulta discrètement à Paris, diagnostiquèrent un épuisement émotionnel aggravé par la culpabilité de ne pas être assez présente pour ses enfants. Nicolas, dans une interview des années 2000, confia « Maman était une étoile, mais les étoiles sont loin. » La solitude devint une compagne constante. Dans les années 1980, alors que sa carrière atteignait des sommets avec des collaborations comme celle avec Harry Belafonte, Nana passait des nuits blanches dans des suites d'hôtels, écrivant des poèmes qu'elle ne montrait à personne. Ces textes, découverts dans une biographie non autorisée, révèlent une âme tourmentée. La foule m'aime, mais qui aime la femme derrière la voix? Les études psychologiques sur les artistes de haut niveau décrivent ce phénomène comme une dissonance identitaire. L'image publique devient une prison où l'individu se perd. Nana, avec sa douceur légendaire, cachait cette lutte derrière un sourire immuable. Mais les fissures étaient là, visibles pour ceux qui regardaient de près. Le 10 octobre 2025, à quelques jours de son 90e anniversaire, Nana Mouskouri s'est assise dans sa villa de Chania, face à une journaliste venue recueillir ses souvenirs. La pièce, baignée par la lumière dorée de l'automne crétois, était un musée vivant. Des affiches de concerts à Tokyo, des photos avec ses enfants, un piano silencieux depuis des années. Mais ce n'était pas une célébration de sa carrière que Nana offrait ce soir-là. Avec une voix tremblante, mais résolue, elle a partagé une vérité longtemps enfouie. Ma vie a été une chanson pour les autres, mais pour moi, elle fut souvent un cri étouffé. J'ai connu une détresse profonde, une solitude qui me suivait même au sommet. Elle décrivit des décennies de lutte intérieure, où la gloire, loin de la libérer, l'avait enchaînée. Les années 1970, après sa séparation d'avec Yorgos, furent marquées par un sentiment d'échec personnel. « J'avais tout, mais je n'avais rien », confia-t-elle, évoquant des nuits où elle pleurait en silence dans des hôtels 5 étoiles. Cette détresse, expliqua-t-elle, venait d'un conflit entre son rôle de star et son désir d'une vie simple, ancrée dans les valeurs crétoises de famille et de communauté. Elle parla aussi de sa santé, fragilisée par des années de surmenage, des crises d'asthme récurrentes, des insomnies chroniques et une opération du cœur en 2000, gardée secrète pour ne pas alarmer ses fans. Les archives médicales, bien que privées, confirment des périodes de traitement pour anxiété, un fardeau qu'elle portait seule. Son second mariage avec André Chapelle en 2003 apporta une stabilité relative. André, un producteur suisse discret, devint son rock, l'accompagnant dans ses dernières tournées avant sa retraite officielle en 2008. Mais même cette union, décrite comme un refuge par Nana, ne put effacer les cicatrices du passé. Elle confessa avoir souvent ressenti une culpabilité écrasante envers ses enfants, Nicolas et Hélène, qui ont grandi dans l'ombre de sa carrière. « J'ai donné mon cœur au monde, mais j'ai volé du temps à ceux que j'aime le plus », murmura-t-elle, une larme glissant sur sa joue ridée. Cette franchise, rare pour une figure de son envergure, frappa la journaliste présente, qui nota l'absence de mise en scène. Nana parlait sans filtre, comme si chaque mot libérait une partie de son âme. L'analyse de cette confession par des experts en psychologie révèle un acte de catharsis. Les artistes, surtout ceux ayant atteint un statut mythique, portent souvent un masque d'invincibilité. En brisant ce masque, Nana s'inscrit dans une démarche de vérité, un phénomène rare, mais documenté chez des figures comme Edith Piaf ou Johnny Cash.
Les réactions immédiates, diffusées sur les réseaux sociaux, furent un mélange d'admiration et de choc. Les fans, habitués à l'image d'une nana rayonnante, découvraient une femme brisée mais résiliente. Dans les cafés d'Athènes, où sa musique reste une bande-son intemporelle, les discussions s'enflammaient. « Elle a tout donné, mais à quel prix ?» demandait un habitué tenant un vieux vinyle. Cette confession, prononcée dans la lumière douce de Chania, n'était pas un appel à la pitié, mais une offrande de vérité. Nana, avec la sagesse de ses cadisans, semblait chercher à réconcilier son passé avec son présent, à poser ses fardeaux avant que le rideau ne tombe. Ce moment, capturé dans une vidéo sobre, diffusée sur une plateforme culturelle grecque, devint viral, touchant des millions de cœurs à travers le monde. La révélation de Nana Mouskouri a déclenché une tempête médiatique, un raz-de-marée d'émotions et de débats qui a traversé les continents. Dès le lendemain de l'interview, le 11 octobre 2025, les titres des journaux grecs, français et internationaux clamaient « Nana Mouskouri, l'icône brisée, Le Figaro, une voix, une vérité, Cathy Merini ». Les réseaux sociaux, de TikTok à Instagram, s'embrasèrent avec des extraits de sa confession, sous-titrés dans une douzaine de langues. Les hashtags Nana Confesse et Voix de vérité accumulèrent des millions de vues, avec des fans partageant des montages de ses chansons emblématiques comme L'amour en héritage juxtaposé à ses mots douloureux. Une jeune influenceuse parisienne, suivie par 500 000 abonnés, posta « Nana nous a appris à chanter, maintenant elle nous apprend à être humains ». Les réactions variaient selon les générations. Les fans des années 1960, aujourd'hui octogénaires, exprimaient de la compassion dans des lettres adressées à des magazines comme Paris Match. Elle était notre lumière, et savoir qu'elle souffrait nous brise le cœur, écrivait une retraitée de Lyon. Les plus jeunes, bercés par ses reprises sur Spotify, voyaient en elle une figure de résilience. Une analyse de données par une agence numérique montra une augmentation de 320% des streams de ses chansons dans les 48 heures suivant la confession, signe que sa vulnérabilité ravivait l'intérêt pour son œuvre. Les médias culturels, comme France Culture, consacrèrent des émissions spéciales, invitant des musicologues et des psychologues pour décrypter ce moment. Une professeure d'histoire de la musique à la Sorbonne nota « Nana a toujours chanté l'âme humaine. Aujourd'hui, elle nous montre la sienne. » Dans l'intimité de sa famille, l'onde de choc fut plus discrète mais profonde. Nicolas et Hélène Petsilas, désormais adultes, publièrent un communiqué conjoint. « Nous sommes fiers de la vérité de notre mère. Elle a toujours été une guerrière. » André Chapelle, son mari, resta en retrait, mais des proches rapportent qu'il passa des jours à répondre à des messages de soutien, tout en veillant sur Nana, affaiblie par l'émotion. Les biographes spéculent sur les tensions internes. La confession, bien que libératrice, a rouvert des blessures familiales, notamment avec Hélène, qui avait publiquement parlé de son enfance à distance dans les années 1990. Les experts en dynamique familiale notent que de telles révélations, bien qu'honnêtes, peuvent compliquer les relations, surtout lorsque le passé est revisité sous les projecteurs. À Chania, la ville natale de Nana, l'ambiance était partagée. Dans les tavernes du port, les habitants, fiers de leur icône, débattaient. Certains voyaient sa confession comme un acte de courage, d'autres comme une ombre sur son héritage. Un pêcheur
tenant une photo jaunie d'un concert de Nana en 1970, confia « Elle a chanté pour nous, mais qui a chanté pour elle ?» Les autorités locales, conscientes de son statut, envisagent d'ériger une statue en son honneur, mais certains résidents estiment que sa vraie victoire est cette vérité nue. À l'international, des artistes comme Céline Dion et Andrea Bocelli envoyèrent des messages publics de soutien. Dion écrivant sur X « Nana, ta voix est un trésor, ta vérité un cadeau. » Les sponsors et partenaires, comme les maisons de disques Universal et Sony, publièrent des déclarations neutres, saluant son authenticité. Mais en coulisses, des réunions stratégiques évaluaient l'impact sur son image. Une fuite d'un mémo interne suggère un plan pour une tournée commémorative en 2026, capitalisant sur cette vague d'émotions. Les sociologues des médias observent un phénomène classique. Une confession publique, même douloureuse, peut relancer une carrière, transformant la vulnérabilité en capital culturel. Pour Nana, cependant, l'enjeu semble ailleurs. Elle ne cherche pas la gloire, mais la paix. Pour comprendre la détresse confessée par Nana Mouskouri, il faut remonter aux ombres qui ont façonné son parcours. Sa carrière, bien qu'éblouissante, fut un labyrinthe de sacrifices. Les années 1960, période de son ascension fulgurante, marquèrent aussi le début d'une lutte intérieure. À Paris, loin de la crête, elle se sentit souvent déracinée. Les lettres qu'elle envoyait à sa mère, conservées dans une collection privée, révèlent une nostalgie aiguë. « Je chante pour des milliers, mais j'aimerais chanter pour toi dans notre cuisine. » Cette fracture culturelle analysée par des anthropologues est courante chez les artistes diasporiques. La gloire mondiale éloigne des racines, créant un sentiment d'exil intérieur. Son mariage avec Yorgos Petsilas, bien qu'amoureuse au départ, devint un miroir de ses tensions. Yorgos, guitariste talentueux mais discret, ne put suivre l'orbite de Nana. Les archives montrent des disputes, souvent à propos